Bonjour tout le monde. Nous sommes arrivés à jour 4, la production de texte. Et je suis super contente de continuer avec Élise Morin, ma collègue ici. Moi, c'est Marie-Lou de Calgary. Et moi, c'est Élise de Rocky Mountain House. Alors, merci d'être là avec nous parce que c'est quand même un marathon, 4 jours de présentation. Bien sûr. Alors, hop. En fait, j'avais... pardon la gang. Et voilà. Enfin. Nous souhaitons profiter de l'occasion pour souligner le fait que les participants dans cette rencontre virtuelle se retrouvent sur les territoires 6, 7 et 8, des lieux de rencontre et de déplacement traditionnels des Premières Nations, ainsi que sur le territoire des Métis en Alberta. Nous reconnaissons ce peuple comme gardien traditionnel de ce territoire et nous leur rendons hommage. Ce moment de reconnaissance nous permet de leur témoigner notre respect tout en nous engageant dans la voie d'une guérison collective et d'une véritable réconciliation en honorant ensemble ces magnifiques terres de la province de l'Alberta. Et on pense à tout le monde qui est sous la fumée et on espère que nos terrains en Alberta seront sécurisés en ce moment. Alors avec ça, on y va vers troisième domaine, la production des textes. Alors, on a passé à travers la communication orale, compréhension des textes hier et maintenant, c'est la production des textes. Alors, je ne sais pas si, Élise, tu vas ajouter ou... Non, c'est le même gabarit qu'on a utilisé même depuis. Gabarit et vous serez très familier maintenant. Oui, les idées organisatrices. Aujourd'hui, nous allons regarder la phonographie et ensuite l'organisation des textes, alors que la production des textes et la fluidité en lecture. Ah, je ne sais pas, c'est moi qui ai fait une erreur. On ne travaillera pas. Parce que la raison, c'est qu'on va parler de fluidité en écriture qui se retrouve sous l'organisation, sous la production de texte. C'était mon erreur. Alors, voilà. Mais c'est là, c'est sous la production. Oui, exactement. Mais ce n'est pas une idée organisatrice comme en lecture, par exemple. Voilà. Ouais. Alors, avant que nous commençons, ça se peut que si jamais vous étiez avec nous déjà dans le passé, vous l'avez fait. Si c'est le cas, prenez un repos de 5 minutes. Mais on n'a pas fait très souvent. Ça, c'est une activité qu'on aimerait que vous essayez de faire avec nous parce que parfois, on oublie qu'est-ce que c'est d'apprendre une deuxième, troisième langue, une autre langue au départ. Et c'est vraiment pas un processus naturel. Alors, on aimerait que tout le monde prenne un papier, crayon, stylo, marqueur, n'importe quoi. Et là, je vois pas de visage. Je sais pas si vous voulez allumer votre caméra. Soyez les bienvenus. Il ne faut pas forcément. Et ça, comme ça, on peut gérer le temps, voir un petit peu. Alors, là, j'aimerais que vous preniez ça et vous allez dessiner un cerveau ou un cercle. Alors, vous pouvez juste dessiner votre cerveau. Moi, je suis pas dessinatrice, alors on va pas forcément le partager. Alors, n'ayez pas peur. Alors là, vous allez dessiner ça et vous allez mettre dedans 10 lettres. N'importe quelle lettre, j'aimerais que vous mettez 10 lettres. Un peu partout dans votre cerveau. Et 5 mots de haute fréquence. N'importe quel mot de haute fréquence. C'est beau? Alors, maintenant,
en bas de votre papier ou sur l'autre côté, vous pouvez dessiner votre animal préféré. Et encore, il ne faut pas que ça soit une œuvre d'art. OK. Alors là, vous avez 10 lettres, 5 mots d'autres fréquences et votre animal préféré. Et tout ce que vous allez faire, c'est vous allez décrire quelque chose. Vous allez décrire votre animal, vous allez dire pourquoi c'est votre animal préféré, mais pas tout de suite. Vous pouvez utiliser que les mots de haute fréquence dans votre cerveau ainsi que les lettres qui sont là pour décrire votre animal préféré. Vous pouvez utiliser ces lettres plusieurs fois. Vous pouvez utiliser vos mots de haute fréquence plusieurs fois, mais que ça. Allez-y. Je vous donne à peu près 1 minute. Avez-vous du succès? C'est facile. On voit des visages crispés. J'ai hâte pour avoir vos descriptifs. Je crois que vous savez ce qui se passe maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait peut-être partager leur expérience? Ben, d'abord, leur animal. Si vous voulez nous montrer, soyez le bienvenu. Si vous voulez lire ce que vous avez pu écrire. Et le pourquoi après. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut juste simplement lire ce qu'ils ont écrit? OK, je vais. Bon, je ne sais pas si tu peux le bien voir, mais j'ai fait un panda. J'ai mis les lettres de mon nom, D-A-N-I-E-L-L-E, puis un Z, puis un Y. Mes 5 mots étaient papa, chat, ta, petit et mon. Et les seules descriptions que je pouvais faire, c'était aimable et le zoo. À part de ça, rien. Alors votre choix des lettres a pas mal limité. Oui, certainement. C'est ça. Si je savais les consignes avant, je choisirais d'autres lettres. Oui. Voilà, et on va aborder ça dans quelques minutes. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Et c'est le sentiment. Oui, allez-y. Je vois pas tout le monde, mais j'étais pour dire, j'ai pu dessiner un chat et j'ai fait je aime, mais juste la lettre M. Je aime le chat. Il dort, il lèche. C'est tout ce que j'ai pu écrire. C'est déjà pas mal. C'est pas mal. Non, j'étais chanceuse avec mes lettres. Oui, bravo. Alors c'est ça. Alors, la chance avec les lettres, la chance avec ce qu'on s'en souvient, disons. Si nous sommes la chance avec ce qu'on a appris parce qu'on a été exposé à du français à la maison ou dans la salle de classe. Alors, je crois que vous voyez d'où on va avec ça. Alors, qui était frustré? Est-ce que c'était un exercice un peu frustrant? Est-ce que vous voyez comment ça pourrait être frustrant pour nos élèves? Oui. Est-ce que c'est la réalité de certains élèves dans nos classes? C'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe qu'à un moment donné, on a tellement d'idées parce que j'ai l'impression que vous avez dessiné votre animal et vous étiez pour décrire avec toutes vos habiletés.
Et ensuite, il fallait, mettre ça en français ou mettre ça avec ce qu'on a. Et on ne peut pas faire plus qu'on a dans notre cerveau. Si on n'a pas les adjectifs, si on n'a pas le verbe, si on n'a pas les conjugaisons, si ce n'est pas explicité, on ne va pas arriver. On ne l'a pas. Alors, on doit vraiment bâtir ça d'une façon systématique et explicite pour nos élèves et faire les liens avec des connaissances antérieures pour bâtir et travailler cette morphologie, travailler de plusieurs façons. Répétition, 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 un peu comme Élise a dit hier. C'est ça. Alors, ça, c'était juste pour... c'est quoi l'expression, Élise? Juste vous mettre dans le soulier de vos élèves un peu. Ouais. C'est l'écriture aujourd'hui. J'aime l'utiliser sur le plancher des vaches. C'est une expression que j'aime utiliser. À quoi ça a l'air sur le plancher des vaches? C'est ça, c'est mieux. Alors, merci pour votre participation et on va continuer là. Tout de suite, on rentre dans une autre activité. Je vous invite à lire ou en haut le paragraphe ou en bas ou les deux. Je vous donne à peu près 1 minute. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait commenter là-dessus en relation avec nos élèves? Est-ce que nos élèves seront capables? Non. À peu près 50% des gens dans le monde sont capables de faire ça. Et la raison que nous, on peut lire ça, c'est parce qu'on a la correspondance, c'est son symbole, phonème, graphème. Alors, si on a ça et on a ça vraiment très bien, ça montre aussi que quand on avait dit des sight words, des mots comme ça, en fait, on lit toujours, mais on lit de façon très rapide. Alors, c'est ça, on a stocké, comme on avait dit hier, en arrière dans la boîte aux lettres. Ça, c'est notre lexique orthographique et on a stocké tous ces graphèmes-là. Et parce qu'on connaît nos graphèmes tellement bien et on peut décoder, on peut lire ça comme un ordinateur. Alors, juste un peu comme notre exercice auparavant, si on n'a pas ça, si c'est pas explicité, ce décodage et ce travail vraiment de reconnaître ces graphèmes et le son associé d'une façon très implicite, nos élèves vont avoir du mal à lire et avoir la fluidité et la compréhension plus tard. Et ici, c'est encore comment vraiment expliciter ce travail de phonème-graphème, c'est vraiment à utiliser, ça c'est une façon, mais à dire les logarithmes sont des pseudomots, que n'importe quoi, on peut travailler les pseudomots parce que ça divise aussi le travail, le cerveau veut toujours faire du sens. Alors, il y a un genre de bataille qui rentre là-dedans et on crée un genre de sens si on essaye de faire ça. Mais si on sait que c'est des pseudomots, on va pas forcément faire ça. On va juste travailler la son. Alors, on sait que les élèves en 4, 5, 6 ont du mal avec des pseudomots et c'est le temps de vraiment travailler aussi en 3e. Parce qu'on voit tout de suite si nos élèves connaissent leur son de façon implicite. Le cerveau peut travailler sur une chose à la fois quand ils sont très jeunes, disons à la maternelle, un petit peu plus tard, mais pas tant que ça. Alors, ici, on a parlé de la lecture. On fait le pont avec hier, avec la lecture, comment c'est complexe, mais c'est la même chose qui se passe en écriture. On demande à nos élèves d'écrire et ça comporte toutes ces tâches-là.
à l'intérieur. Donc, pour être capable d'écrire, un élève doit être capable de bien tenir son crayon, de bien former ses lettres, d'avoir le langage, la linguistique. Le côté cognitif, c'est qu'il faut être capable d'avoir de l'attention, d'être capable de séquencer ses lettres. Tu sais, nos jeunes enfants, le maternelle première année, leur attention n'est pas si grande que ça. Alors, si on leur demande de faire une tâche qui demande énormément, déjà qui ne sont pas très fluides ou très compétents au niveau de leur graphomotricité, ça va prendre beaucoup, beaucoup de leur énergie, beaucoup de leur mémoire de travail. Donc, ça va être beaucoup plus difficile pour écrire. Donc, on le sait qu'il y a un grand lien avec la lecture. Il y a aussi un lien affectif. Si pour moi, c'est dur écrire, là, je n'aurais pas le goût de le faire. Donc, et c'est pour ça que c'est important de diviser les tâches en micro-tâches, parce qu'on veut que nos élèves vivent du succès à chaque jour pour garder la motivation. S'ils sentent que c'est trop difficile, on appelle, je ne sais pas c'est quoi la terminologie en français, mais en anglais, moi, j'appelle ça le learn helplessness. Pourquoi essayer? Je le sais que je ne serai pas capable de le faire. Donc, le livre ici, que si vous avez le goût d'en connaître un petit peu plus sur les micro-tâches, c'est un livre, ça s'appelle, c'est sur la Chenelière et vous avez le lien là-dessus qui s'appelle l'apprentissage de la lecture et de l'écriture et c'est vraiment divisé en micro-tâches. Qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler? Encore, on parlait des dernières sessions à propos de l'intention. Quelle est mon intention quand j'enseigne quelque chose? Alors, oui, je veux que mon élève soit capable de produire un texte, quelle que soit sa forme, mais pour en arriver là, je dois le diviser, mon travail, le morceler pour que mon élève soit capable d'en arriver à cette étape-là. Il y a une question. Oui. Vas-y. J'allais juste dire ça. OK. Ouais. Alors, oui, est-ce que c'est explicité dans le curriculum de bien former les lettres et tout ça? Oui, et on y arrive. Et je crois que c'est Mireille, ton nom, hein, c'est ça? Oui. Okay. Voilà. Oui, on y arrive. Alors, et vous allez voir, quand on parle justement dans la production de texte, on y arrive. Au début, on va parler dans comment les sous-rangées, que c'est divisé dans le programme d'études. On parle de génération d'idées, donc c'est-à-dire les remue-ménages. Processus d'écriture, c'est là qu'il est. Donc, le processus d'écriture, ce n'est pas seulement avoir à écrire un type mais aussi la graphomotricité fait partie de ça. On a aussi le partage et célébration de son texte. Okay? Donc, un peu la valorisation de notre savoir français. Il y a l'effet en troisième année, mais on en a parlé un petit peu hier, c'était avec la rime, comment jouer avec les sons et les mots. Et on sait que aussi, c'est en production de texte, et on doit faire ça à l'oral, comme on avait dit, en troisième, quatrième, cinquième, sixième. Ouais. Et la fluidité en écriture. Oh non, quand j'ai parlé de processus d'écriture, c'est plus en fluidité en écriture qui est vraiment, là, la graphométricité est vraiment importante. Et je veux juste faire une distinction aussi, non, ça va, parce qu'en anglais, on a des termes writing. Oui. Excuse-moi. Je ne sais pas. Avec writing and printing. Okay? En français, on n'a pas tant au niveau du vocabulaire. Souvent, vous allez voir, écriture va parler de tout, c'est-à-dire la formation des lettres et l'écriture, la production de texte. Mais quand on parle vraiment de l'écriture, on va utiliser souvent le mot graphomotricité. Et au niveau de la production de texte, on va parler de production écrite. Mais si on regardait la morphologie, par exemple, écriture, quelqu'un qui écrit, c'est un écrivain. Donc, c'est un petit peu la différence entre le français et l'anglais, qui est beaucoup plus clair en anglais, je dirais. Voilà. Oui, là, maintenant, tu peux aller au prochain. Parfait. Alors, ici, on regarde vraiment au niveau du programme d'études. On a dans la production, dans la génération d'idées, vous le faites déjà, là. Donc, des remue-ménages. Donc, c'est vraiment explicité qu'on veut que nos élèves participent. Regardez le verbe ici, participer.
Et ici, prendre part à. Donc, on s'attend à un petit peu plus de participation. Okay? Le verbe nous dit qu'en deuxième année, on devrait être capable d'en faire un petit peu plus. Voilà. Donc, maintenant, tant qu'au processus d'écriture, on dit s'exercer. Donc là, c'est vraiment là qu'on veut travailler. Mais si on regarde peut-être au niveau des connaissances, c'est pas nécessairement d'écrire un texte, une phrase à la maternelle. Là. Le dessin peut faire partie d'une façon de produire un texte. Okay? Dans le fond, c'est un message. On peut utiliser des symboles pour le faire. On a... Oui. Des jouets, plein de choses, un collage. Oui, il y a plein de façons à montrer ça, représenter. Absolument. Il y a la planification et choisir un sujet des idées. Donc, tu sais, on le fait déjà de planifier un texte, comment on fait notre remue-ménage. Donc, c'est des choses qu'on fait déjà, mais qui sont là maintenant beaucoup plus explicites dans le programme d'études. On parle vraiment de la planification ici. Oui. Donc, voilà. OK. Est-ce que... Ah, oui, OK, excuse, parce que j'avais de la misère à voir l'écran. Voilà. Mais ici, c'est vraiment à interrelier. On parle le partage, la célébration de son texte, mais aussi la recherche de l'information. Alors, ici, on a ça croise aussi avec la science. On voit parce qu'on a les 5 sens à la maternelle et le tout passe à travers ça. On parle d'écouter, poser des questions. Alors, vraiment planifier un texte, on doit poser des questions, etc. Un peu la même affaire en sciences. Poser des questions précises. Alors, ça va un peu plus loin, ça s'échafaude encore. Et poser des questions. Poser des questions pertinentes par rapport à un sujet quelconque. Et ensuite, consulter des sources d'informations. Alors, on voit ça en français, on voit ça en sciences et certainement, on voit la même chose, j'imagine, en mathématiques. Je vais juste revenir un peu sur poser des questions. Ça, c'est quelque chose, en tout cas, ceux et celles qui ont déjà enseigné à la maternelle, poser une question, c'est pas évident. Quand on demande aux élèves, avez-vous une question? Souvent, ça vient plus avec j'ai quelque chose à vous raconter. Donc, c'est quelque chose qu'il faut enseigner à nos élèves, que raconter quelque chose, un événement qui nous est arrivé, mais poser une question, il faut vraiment que ça soit fait de façon explicite. Qu'est-ce que ça veut dire poser une question? Parce que ce n'est pas toujours très clair pour nos jeunes apprenants. Ouais. Et là, on y arrive à notre fameuse graphomotricité, la fluidité en écriture. Donc, c'est super important que ça soit enseigné de façon très explicite. Et on peut voir à partir de la maternelle, on fait vraiment reproduire des lettres majuscules et minuscules. Okay? Et dans la progression qu'on vous a partagée hier au niveau des graphèmes phonèmes, vraiment, c'est là-dedans aussi. On commence avec la lettre majuscule parce qu'elle est plus facile à écrire que la lettre minuscule. On pense au E, par exemple, qui est pas facile à écrire. Et aussi, donc, on veut que nos élèves soient capables de bien les former, très jeunes. Okay? Et ça continue jusqu'en 3e année. Okay? Si mon élève a de la difficulté à écrire, à former ses lettres, il va avoir de la difficulté à écrire une phrase, un paragraphe, une histoire. Ça va devenir très, très lourd. Okay? J'ai lu ça ce matin même, mais il y a une recherche, il y avait à peu près 300 en 4e année. 50% n'ont pas pu exprimer, écrire d'une façon assez bien pour exprimer leur pensée dans leur langue maternelle. Alors, on revient à cette fluidité d'écriture et oui, qui est super importante. Et l'aspect aussi de respecter la ligne, la marge. Quand on donne une feuille à un jeune enfant, si on lui donne une feuille blanche, puis on lui demande d'écrire, que ce soit son nom ou une phrase ou quoi que ce soit,
c'est pas clair. Souvent, c'est écrit n'importe où, puis on dirait que plus qu'on leur donne d'espace, plus que les lettres sont grandes, plus que... Donc, la conscience de comment écrire, de commencer de gauche à droite, c'est pas naturel non plus chez nos élèves, puis de commencer en haut. Et de commencer. Moi, j'ai utilisé beaucoup le programme Handwriting Without Tears. Je sais qu'il y en a plusieurs autres programmes, mais je vous encourage fortement à utiliser un programme qui est vraiment systématique pour aider vos élèves à avoir un langage commun. Quand vous leur expliquez d'écrire des lettres, on commence en haut. Ça, c'est une autre chose qu'on remarque. De plus en plus, nos élèves commencent à écrire par en bas. Est-ce que quelqu'un qui aurait peut-être une raison? Ah, je vais l'écrire ici, Handwriting Without Tears. Est-ce que vous pensez à une raison pourquoi nos élèves écrivent de plus en plus de bas en haut au lieu de haut en bas? Parce que c'est plus proche du bas en haut. C'est plus proche pour eux de commencer à écrire. Ah, je n'avais pas pensé comme ça. Mais c'est vrai que ça pourrait, oui. J'ai du mal à vous entendre. Ah. Ma théorie, puis peut-être je me trompe, je pense que c'est les écrans tactiles. Nos élèves sont souvent sur des iPads ou et c'est de haut, on fait on va oui, exactement, outils technologiques comme des applications de chat. Oui, exactement. Oui. Je pense qu'il y a ça dans le fait que nos élèves et on manipule moins le crayon. Est-ce que si on va à l'autre une autre chose que j'ai fait souvent avec les plus grands, de toute façon, le deuxième, troisième et plus grand, c'est de créer une frise après une leçon dans notre cahier. Alors, genre un petit dessin avec la règle et un petit dessin en couleur à l'intérieur. C'est comme une forme d'art, mais ça respecte, ça donne... tu avais mentionné, tu sais, les grandes lettres et tout ça, Élise. Alors, ça donne même un respect de la page et ça divise nos leçons. Alors, ça aide aussi en écriture et former la lettre et tout ça. Oui, excellent point, parce que oui, c'est vrai, nos élèves, des fois, là, tu sais, puis ça... Moi, j'ai remarqué souvent nos élèves qui sont plus, je les appelle plus dilatés, là, qui sont déjà, leur présence corporelle est beaucoup plus grande, tout ça. Souvent, ils ont besoin d'être un petit peu plus limités, même aussi sur le papier, là. Et ça va les aider. C'est comme, ça va être quelque chose qui va les aider aussi, leur niveau de motricité globale avec leur niveau de motricité fine. Souvent, on voit un lien qui est fait entre les deux. Ouais. Voilà. Hey. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Excuse-moi. Non, c'est correct. Alors, est-ce que tu peux aller... Oui, voilà. C'est peut-être moi. Ah, OK. Non, ça va. Ça va. Non, ça va. Oh. Okay. Alors, ici, au niveau de... Quand on parle, pourquoi c'est si important, si vous avez les ergothérapeutes, des occupational therapists dans vos écoles, ce sont des personnes fantastiques pour aider vos élèves avec, s'ils ont des difficultés de prise de crayon, l'appréhension, parce que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus que nos élèves arrivent à l'école, ils n'ont pas peut-être manipulé le crayon autant que nous, à notre génération. Ben, moi, je suis vieille, là, que j'avais pas de jeu technologique. Alors, découper, prendre, tout ce qui est la pince, tout ça, c'est super important. Puis on le voit beaucoup de plus en plus que nos élèves arrivent avec moins de motricité fine qu'ils avaient avant. Et même des choses comme l'origami, c'est de travailler avec du papier. Il y en a pour des très jeunes avec plusieurs façons. Et la prise du crayon, ce n'est pas que la main, c'est aussi tout ce qui a à faire au tronc. On voit souvent ces élèves-là qui vont s'asseoir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les dernières années, on a remarqué, en tout cas nous autres à l'école, que plusieurs de nos élèves tombaient de leurs chaises. Et une partie de ça, c'est qu'ils n'ont pas un tronc qui est très solide. Alors, si je me tiens mal, quelqu'un dit oui, ben oui, c'est ça. Alors, oui, parce qu'on doit travailler le tronc. Et j'ai appris énormément d'un ergothérapeute avec qui je travaillais
tu sais, si on veut faire écrire nos élèves, là, on peut les faire écrire assis sur le ventre, à plat ventre sur le tapis ou quoi que ce soit, parce que là, on est obligé de travailler mes épaules, travailler mon tronc. Et en même temps, les élèves aiment ça, ils ont l'impression que c'est cool d'être sur le ventre. Moi, quand on s'assoyait en cercle, je disais, tu peux t'asseoir en croisant les jambes ou encore, tu peux t'asseoir te coucher sur ton ventre. Okay? Parce que ça, c'est une autre chose que j'avais remarqué les dernières années. Nos élèves ont de plus en plus de difficulté de rester longtemps assis dans une même position en cercle. Alors ça a un impact, on ne penserait pas, mais ça a un impact sur ma capacité d'écriture. Donc, si je pars, j'ai de la misère, je vais avoir de la difficulté à former mes lettres, je vais avoir de la difficulté à écrire. Donc, ce qu'on sait aussi, quand on fait le lien entre le cerveau et l'écriture, pourquoi c'est si important? On le sait comme avec la lecture, ça fait des liens dans le cerveau. Ça crée des connexions. Donc, plus que je le fais avec ma main, plus que mon cerveau s'en souvient. Okay? C'est super important. L'écriture manuscrite, c'est-à-dire quand on écrit, elle a une plus grande activation dans le cerveau que l'apprentissage des lettres, soit par le traçage ou encore taper sur un clavier. Okay? Et ici, il y a toujours un 5 de notre population qui va peut-être avoir des troubles dyspraxiques, c'est-à-dire des troubles de motricité, mais c'est 5 Ça veut dire que 95 des autres devraient être capables d'écrire, puis on devrait les encourager à écrire. Ça prend un effort. Ça, c'est une autre chose. Une autre compétence qu'on doit développer, l'effort et la persévérance. Donc, le fait, on le sait que plus quand on fait le lien de l'oral à l'écrit, on parlait non seulement de reconnaître, mais si je trace et j'écris les lettres, ça va m'aider à développer ma compréhension et aussi mon lexique. Comme l'activité que Marie-Lou nous a fait faire au début avec le cerveau, ben, c'est ce qui fait en sorte que là, ils vont rester dans mon cerveau parce que je l'ai fait. Et l'autre chose que je veux mettre que je veux soulever, l'enseignement de l'écriture doit se poursuivre au-delà de la 3e année. Ça n'arrête pas parce que nos élèves savent former les lettres. Il faut que ça continue. Oui. Et ça, c'est la fluidité de nos pensées aussi. On doit vraiment, vraiment le travailler, la cursive, si possible. Oui. Et ça, c'est tout un autre débat. Oui. Voilà. Donc, ici, les outils qui vont nous aider à produire des textes, bien, on va avoir l'organisation de texte, quel genre de texte que je veux que mes élèves fassent à chaque niveau. Le vocabulaire, on ne s'en sort pas, hein? C'est partout. Ma phonographie, on l'a vu hier aussi, et la grammaire, évidemment. Et on n'a pas, c'est tout ça. Donc, ce que je vais vous montrer ici, c'est un outil qui a été fait, c'est une portée séquence qui a été faite de la maternelle à la 6e année. Mais là, avant, on ne rentrera pas nécessairement en détail dans la portée séquence en ce moment. Ce que je veux vous montrer, c'est la différence quand on voit ici en 3e année. J'ai la différence entre les types de textes, par exemple en communication orale. On voit ici qu'en 3e année, je vais utiliser le mini-roman, la légende, pour aider mes élèves, par exemple, au mois d'août et septembre. Au niveau de la compréhension de texte, je vais encore une fois utiliser le mini-roman et la légende. Mais quand je vais arriver à la production de texte, on s'entend que je ne demanderai pas à mon élève de 3e année d'écrire un mini-roman. Je vais peut-être travailler plus au niveau de la légende. Mais est-ce que mon mini-roman, est-ce que ma légende peut nourrir ma légende et vice-versa? Absolument. Donc, dans ce document-là, ce qui est en jaune, c'est ce que vous devez faire par domaine de langue. Okay? Donc, c'est pour vous. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des albums jeunesse. Comme vous allez voir tantôt, je travaille sur une unité pour la 3e année. Il y a des albums jeunesse là-dedans aussi. Alors, on doit faire, mais on peut ajouter d'autres éléments. Oh, exact. Non, absolument. Absolument. Oups. Donc, ici, c'est un peu le même genre qu'on avait fait là, avec les 3 sœurs, un peu, là, quand on parlait des types pour développer l'expansion du vocabulaire. Ici, ce sont les éléments, les sous-rangés dans nos idées organisatrices qui vont nous aider à
prendre de l'expansion dans l'écrit. Donc, on le sait, on a besoin de l'alphabet. Il faut être capable de l'écrire. OK? Donc, mes voyelles, consonnes, on a parlé de ça parce que ça va nous aider aussi pour écrire en orthographe. Je dois savoir que il y a certains principes que je dois savoir que si le son A, s'il est suivi d'un P ou d'un B, ça fait A, il faut que j'écrive AM. Donc, il y a des choses que je dois savoir. On a parlé des nouveaux mots et des niveaux de mots hier. Donc, je dois savoir quels sont... ces outils-là, c'est tout sur ARPDC. Ils sont déjà tous là dans la trousse et on a les liens interactifs dans le document. Voilà. OK, ouais. On a aussi, au niveau de la grammaire, on a parlé hier de la grammaire de la phrase, parce que là, quand on écrit, il faut avoir un sujet, un verbe, puis peut-être on espère un complément quand on est rendu un petit peu plus loin, puis des adjectifs. Et voilà, donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte quand on écrit. Donc, quand on vous parlait de micro-tâches, peut-être que quand je demande à mon élève d'écrire un texte, je ne travaillerai pas nécessairement l'orthographe tout de suite. Je vais travailler peut-être la génération d'idées. Je vais travailler peut-être la formation des lettres. Vous voyez, donc, il faut choisir. On ne fait pas tout en même temps. Ça va se faire sur une durée de temps. Donc, pour chaque année scolaire, vous avez ces informations clés-là qui sont là pour vous, pour aider avec l'expansion de l'écrit. Puis, je pense que ça peut vous aider à développer, à morceler votre enseignement en micro-tâches. Donc, ce sont encore d'autres aspects là, de la fluidité en écriture, vous voyez. Donc, c'est des choses qui sont... je veux juste mettre un petit mot sur les outils numériques. Je n'en ai pas parlé. Ça fait partie du programme d'études. Je vous dis... OK, là, je dis quelque chose ici, là. C'est moi qui parle. OK, c'est pas le gouvernement, c'est moi. C'est important que nos élèves aient accès aux outils numériques, mais ça ne doit pas remplacer le fait que nos élèves, surtout nos jeunes apprenants, ils doivent écrire. Okay? C'est juste le petit lien que je veux faire parce que nos élèves vont avoir une tendance à vouloir aller directement sur les ordinateurs ou les iPads ou peu importe. Mais ils doivent écrire. Et on doit leur dire, c'est dur, c'est pas facile. Oui, absolument. Voilà. Donc, ici, au niveau de l'orthographe, on a... est-ce que tu peux cliquer? Je vais juste montrer quelque chose à propos de l'orthographe. Au niveau de la première année, on parle d'expérimenter avec l'orthographe approchée. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire l'orthographe approchée? C'est-à-dire, quels sont les codes qu'ils possèdent déjà? Quels sont les graphèmes phonèmes qu'ils connaissent déjà? Donc, si je leur demande d'écrire le mot poisson et ils ne connaissent pas que 2 S, j'ai besoin de 2 S entre 2 voyelles, je vais accepter poison. Mais est-ce que ça veut dire que si je leur demande de l'écrire de façon spontanée, est-ce que je vais leur présenter la forme exacte? Absolument. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on demande à nos élèves d'écrire, il faut s'attendre à savoir qu'est-ce qu'ils connaissent déjà. Les connaissances antérieures, je dois savoir ça. Parce qu'on le sait qu'on va devoir le faire de façon de faire la segmentation. C'est là que tout aussi la segmentation, comme Marie-Lou, on en parlait hier au niveau de la lecture, c'est super important aussi en écriture. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Ah oui, là, on parle des régularités dans l'orthographe qui facilitent. Donc, il y a certaines régularités qui existent et il faut les enseigner aussi. Il y a des outils, on a encore la même chose, la connaissance, et en troisième année, on ajoute la connaissance des morphèmes, c'est-à-dire non, ça va. Mes préfixes, mes affixes, ouais, et aussi mes mots là, qui sont étymologiques, là, comme le hydro ou quoi que ce soit. Et c'est tellement facile à bâtir un vocabulaire avec ça, même si on apprend que, disons, 3 ou 4.
préfixes pour commencer et jouer des jeux avec. Et aussi créer des pseudomots avec ces préfixes-là. Le préfixe, on garde et on peut créer la définition d'un mot en utilisant ce préfixe. Oui. Il y avait aussi, quand on parlait d'outils, d'utiliser des outils, on peut utiliser des dictionnaires, mais on peut aussi utiliser, on n'a pas parlé de ça, mais comme un mur de son aussi qui va aider nos élèves avec l'orthographe. Donc, le mur de son, au lieu d'avoir juste des murs de mots, on fait l'association entre les graphèmes phonèmes et pour aider nos élèves à faire ce lien orthographique-là. Donc, il peut être un outil intéressant. Voilà. Alors ici, on vous donne un petit peu quelques activités. Il y a une activité avec des dés, la course contre la montre pour aider nos élèves à créer des syllabes, des mots, des non-mots encore là et de trouver, d'écrire des mots, orthographier des mots. Il y a la dictée, si vous ne connaissez pas ce site-là, TA à l'école, c'est vraiment super. Il y a beaucoup, beaucoup de choses intéressantes qui se retrouvent là. Si tu cliques dessus, tu vas voir, il va y avoir un cercle qui va apparaître sur dictée. Oh, non, pas sur. Sur le. Je clique sur. Juste. Et on parle. OK, parce qu'il y a toute une idée sur la dictée. La dictée, là? Oui. Non, mais je voulais que tu cliques juste sur voyons. La diapositive. La diapositive. Ça va. Donc, la dictée est importante, OK? Pas dans le sens qu'on doit faire des dictées pour que nos élèves se souviennent par cœur des mots. Il faut que la dictée ait du sens. Alors, donc, on peut le faire et on peut le faire grâce à des activités d'encodage ou encore là, on travaille des sons qu'on a déjà enseignés. OK? Donc, regardez vos listes quand vous avez des dictées à faire avec vos élèves. Regardez les listes parce qu'elles ont été créées. Comment elles ont été créées? Est-ce qu'elles sont en lien avec ma correspondance graphème-phonème que j'enseigne? Est-ce que c'est vraiment nécessaire que mon élève, c'est l'autre chose avec les mots fréquents, si mon élève est capable de lire dans, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va être capable de l'écrire en première année. Et donc, il faut vraiment faire attention à ça. Quand on fait nos dictées, on peut travailler. Moi, je suggère de l'utiliser plus au niveau de la conscience graphème-phonème pour aider nos élèves à faire les liens et corriger avec eux. Faites-le ensemble. Qu'est-ce qu'on a appris? La dictée zéro faute. Alors, je rencontre beaucoup de profs qui ont lâché ça à cause du stress de la dictée. C'est pas une bonne idée non plus. Alors, de bâtir ça d'une façon collaborative, on fait ça à haute voix et on pose des questions et on le travaille ensemble. Exact. Un peu comme on fait en mathématiques quand on pose des questions. Qu'est-ce que tu remarques? Pourquoi? Puis là, on peut avoir ces conversations-là avec nos élèves. Mais pourquoi toi, tu l'as écrit comme ça? Donc, on n'est pas obligé de mettre une note, mais ça peut être un exercice fort intéressant à utiliser en classe, puis avoir cette discussion-là, puis de voir puis en même temps, comme enseignant, c'est une activité d'évaluation formative. Là. Je peux juste voir, est-ce que mes élèves ont vraiment compris ce son-là et ce graphème-là que j'ai enseigné? Est-ce qu'ils ont bien maîtrisé cette règle-là? Il y a une question, Erin? Oui? Oui, lorsque tu peux donner tous les mots à la classe et après ça, tu peux prendre un stylo, quelque chose et tu peux corriger tout ensemble et tu peux regarder et tu peux prendre un mot et le mettre dans les morceaux lorsque tu peux vraiment regarder à chaque son qui est dans le mot. Est-ce que ça, c'est qu'est-ce que tu dis? Tu peux, oui. Oui, vas-y, Marie. C'est une façon à faire, absolument. On peut décortiquer de cette façon-là, mais on peut aussi faire à l'oral. On peut travailler à l'écrit et à l'oral en même temps. On peut avoir les deux poissons. OK, est-ce que ça veut dire, est-ce qu'il y a un S à la fin de poisson parce qu'il y a deux? Et là, si je pose cette question-là, je vais, comme prof, dire peut-être, mais qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est au pluriel s'il y a plus un poisson? Et peut-être une autre élève va dire, oui. Alors, on met un S. Alors là, on bâtit un petit peu ensemble. Oui, OK, bien, merci. L'autre chose pour les jeunes apprenants,
quand, par exemple, même à la maternelle, je faisais écrire des mots, OK? Puis par son, là, puis on va voir, on a des exemples, mais je faisais une ligne pour chaque son. Donc, parce que, par exemple, le son A, c'est 2 lettres, alors il y avait une ligne pour ça. En même temps, donc ça ne leur dit pas combien de lettres, mais combien de sons. Donc, on fait vraiment le lien entre la correspondance graphème-phonème. Et quand on divise, parce qu'on va voir, quand on va voir des exemples, vous allez voir qu'il y a certains sons que des élèves ont de la difficulté, avec lesquels ils ont de la difficulté. Et si on a du monde en 3e année, c'est intéressant d'aller voir Twicté, comme Twitter. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est très intéressant et on peut travailler avec du monde d'ailleurs, de Québec, la France. Et ce sont des dictées très courtes aussi, quelques phrases simplement. Et quand on rentre dans cette phrase ou 2 phrases, on apprend énormément. Alors, on n'a pas besoin de tout un paragraphe pour avoir une dictée efficace. Il y a une question dans le chat qui disait, est-ce qu'il y a une liste officielle ou recommandée pour la dictée? Pas vraiment. La raison étant que ça dépend de ce que vous enseignez dans quand on parle de correspondance graphème-phonème. Donc, peut-être que si vous travaillez le son A, vous allez faire peut-être travailler ce son-là à l'écrit puis donner une dictée avec les sons A. Ce qui ne vous empêche pas d'aller réviser puis de mettre d'autres mots de d'autres sons que vous avez déjà vus. Par exemple, la discrimination entre le son A et on. Beaucoup d'élèves ont de la difficulté avec ça. Vous remarquez, quand ils écrivent, ils vont peut-être écrire on au lieu de A. Donc, si on veut voir si nos élèves sont capables de le faire, donc, malheureusement, je ne peux pas vous dire qu'il y a des listes là, parfaites qui existent. Là. Mais il y en a des listes qui s'en viennent d'autres fréquences qui sont pour la lecture, pour l'écriture. Alors, il y aura une différenciation là-dedans pour insérer dans vos dictées peut-être, dépendant de, comme tu dis, ce que vous enseignez comme graphème. Voilà. Alors, on va aller dans la phonographie. On l'a vu hier, toutes des choses qu'on a besoin d'enseigner, qu'on doit à la correspondance graphème-phonème. On l'a vu, d'écrire tous les mots qu'on étudie sur un sujet, exemple les couleurs. Ah, OK, ce que je peux dire. Ah, ça, c'est intéressant parce que ça dépend quelle année. Il y avait une question parce que nos élèves vont être capables, c'est pour ça qu'on est en train de créer une liste là, avec oral, lecture, écriture. Nos élèves vont peut-être être capables de lire toutes les couleurs, par exemple en première année, mais est-ce qu'ils vont être capables de toutes les écrire? Peut-être que non. OK? Donc, il faut, encore là, par exemple, rouge, pour qu'ils soient capables de l'écrire, il va falloir qu'ils connaissent le R, le son OU, le G qui est suivi de E qui fait J. Donc, il y a plein de choses. Okay? Le U en bleu, disons, est-ce que c'est au début de l'année, en première année? Est-ce qu'on va mettre bleu dans la dictée ou est-ce qu'on met ça plus tard? Ouais. Donc, ça dépend. Donc, encore là, c'est selon... ils vont être capables de les lire, mais les écrire, c'est peut-être quelque chose de différent. Okay? Donc, parce que souvent, les mots fréquents qu'on voit, les listes de mots fréquents, c'est pas clair, la distinction n'est jamais faite. Voilà. Alors, c'est juste, je voulais juste passer rapidement sur la correspondance graphème-phonème. Si on peut aller sur la prochaine, pour parler un peu, là, quand on parle d'encodage et de décodage, c'est quoi la différence? Alors, l'encodage, c'est quand je pars de l'oral et je l'écris. Donc, c'est aide mon élève à épeler. Donc, mon élève va transposer les phonèmes, les sons, dans des graphèmes connus à l'écriture. Donc, on peut s'attendre à ce que nos élèves aient, comme on a vu dans le programme d'études, qu'il y ait une orthographe, c'était quoi le terme? Je me souviens plus. C'est pas spontané, mais ça m'échappe. Donc, parce que souvent, on utilisait l'orthographe inventée, mais je n'aimais pas cette terminologie-là. Okay. Alors, il y a aussi on doit utiliser le principe alphabétique pour être capable de coder
nos sons à la parole. Alors que le décodage, qui est plus en lecture, c'est que là, on prend des mots qui sont déjà écrits et on leur donne une voix. On les met à l'oral. OK? Pour le jeune apprenant, beaucoup plus facile de faire... Oui, non, j'allais juste demander lequel est le plus facile. Ah, OK, excuse, je ne sais pas. Pour vous, j'aimerais juste savoir, d'après vous, qu'est-ce qui est plus facile pour nos élèves? L'encodage ou le décodage? Est-ce que de l'oral à l'écrit, c'est plus facile? Ou est-ce que de l'écrit à l'oral, de lire quelque chose à haute voix? Décodage. Ah oui. Alors que l'encodage, c'est notre fameuse dictée. Ouais. Oui et non, parce que les jeunes apprenants, quand on ne demande pas une orthographe correcte, parfaite, ça va être plus facile de faire de l'encodage. OK? Là, je parle maternelle, début de première année. Mais l'orthographe ne sera pas parfaite. OK? Donc, mais de le faire, ça va être plus facile au départ de faire ça en encodage. Donc, si on regarde l'autre niveau, oui, tu l'as, parfait. Donc, l'encodage, juste d'écrire, là, ça, c'est écrire un mot, une phrase. Regardez tout ce que je dois, toutes les 5 procédures qui font partie de ça. C'est beaucoup, là. Ça, c'est juste m'écrire ma phrase. J'ai pas de sens, j'ai pas nécessairement de... là, c'est beaucoup d'efforts, là. Donc, je dois connaître mes mots, je dois avoir un découpage, je dois être capable de segmenter, je dois être capable de voir mes mots à l'écrit dans ma tête, parce que c'est ça qui arrive à un moment donné. Nous, on les voit, l'écrit, nos jeunes apprenants, eux autres, sont en train de développer ça, là. Donc, mes connaissances morphosyntaxiques, c'est-à-dire mes classes de mots, c'est des analogies, c'est comme, nos élèves, surtout qui sont en langue additionnelle, ça ressemble en anglais, comme on avait vu dans une petite vidéo, delicious puis délicieux, ça se ressemble. Puis ça, un petit mot là-dessus, nos élèves, là, surtout en 3e année, quand ils commencent à apprendre l'anglais, à écrire l'anglais, ils vont faire plus d'erreurs. C'est normal. Parce ça devient plus mêlant. Donc, ceux et celles qui enseignent en 3e année, là, c'est normal. Parce que plus qu'on a de mots dans notre tête, plus que c'est difficile de faire le tri. Voilà. Et dès qu'ils rentrent en 5e année à peu près, ils vont très au-dessus. Et, ça va très, très bien. Il faut dire ça aux parents aussi. Oui. Assurer les parents. Ouais. Alors, on va vous montrer quelques exemples d'encodage qui a été fait à une école avec laquelle je travaillais, de la maternelle, et j'ai fait écrire des élèves en maternelle, jusqu'à je pense que là-dessus, j'ai un exemple jusqu'en 4e année. Alors, si tu peux peut-être... et on va vous montrer les exemples, mais peut-être sans pas toutes. On va faire... Oui, peut-être 3, puis on va essayer de voir s'ils peuvent nous dire quel est le mot. Vous pouvez soit le dire à haute voix ou encore... Est-ce que c'est les 3 le même mot? Oui, c'est tout le monde a le même mot. Même si ça n'a pas de l'air. Est-ce que c'est tout hippocampe? Excellent! Oui. Hippocampe. Excellent. Alors, on voit... Oui, il y a quelqu'un d'autre, j'ai vu qui... Alors, donc, on va aller rapidement, mais c'est juste pour vous montrer l'évolution de l'orthographe. Okay? Donc, le premier ici, là, il faut que je vous dise là, qu'en maternelle, j'avais donné le son « en » parce qu'ils ne le connaissent pas encore, donc je leur avais dit de donner. Mais on peut voir ici qu'il est... Qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce que quelqu'un remarque quelque chose au niveau de comment c'est écrit? C'est quoi les choix des graphèmes? Soit dans un ou dans l'autre? Oh, Mireille, je pense que tu essaies de parler. Tu es sur mute. Non, j'essaie que mes enfants fassent leur travail.
Excuse-moi. La lettre E qui dit I. Oui, donc I, ici, hippocampe. Ah, pourquoi il y a un U à la fin? En anglais, c'est quoi le son qui fait E? C'est U. Voilà. Donc, ça, c'est un élève maternel qui écrit en anglais, qui lit en anglais. Donc, on voit vraiment que son graphique, son mapping orthographique est anglais. OK? Peut-être tu peux montrer tous les autres exemples, Marie-Lou, puis on peut, peut-être qu'il y en a. Je vous ai montré différents exemples. Le deuxième ici, qu'est-ce qu'on remarque? Plusieurs lettres sont à l'envers. Oui, sur des lettres inversées. Donc, le concept de gauche-droite n'est pas bien maîtrisé ici. Okay? Donc, ça vous dit, vous n'avez pas besoin de faire des gros tests ou quoi que ce soit, faites juste. Ah, puis c'est tout en lettres majuscules aussi. Peut-être qu'on s'attend. C'est sûr que maternelle, vous voyez, c'est beaucoup plus facile. Et il y a AA au lieu de AN au lieu de AM. Oui, parce que première année, ils l'ont peut-être pas appris encore. Mhm. Ici, par exemple, en troisième année, j'ai un exemple en troisième année, en vert, là, à droite, avec le H, hippocampe, ben, là, vois-tu, pour moi, c'est un problème parce qu'en troisième année, tu devrais avoir au moins appris, ben, c'est un problème. C'est juste, ça me dit que l'élève ne l'a pas encore maîtrisé. OK? Donc, on a quand même ici le H. Ouais. On a A, oui, le on et pas en. Quand je vous dis les sons que nos élèves ont de la difficulté à distinguer à l'oral, et on le voit à l'écrit. Donc, ça, des fois, c'est un petit exercice qu'on peut faire. Est-ce que mes élèves font des erreurs? Alors, on peut utiliser un mot, ça peut être un pseudo-mot, n'importe quoi. Ben, ici aussi, je l'ai fait, j'avais choisi ça aussi parce qu'il y avait la morphologie, là, hippocampe. Il y avait le hippo qui est mon étymologie. Alors, mais mon élève ici est capable de faire en quatrième année. Voilà. Donc, c'est un petit exemple juste pour vous montrer comment que ça évolue dans le temps. Voilà. D'autres exemples qu'on vous met qui fait vraiment le mapping orthographique qui aide l'écriture. Donc, ça, c'est une activité vous avez le lien ici pour les boîtes Elkonin. On utilise des dés. Vous pouvez utiliser des dés. Ici, les couleurs sont importantes parce que c'est consonne, voyelle. OK? Donc, consonne, voyelle, consonne ici. Vous voyez, là, c'est maternelle. Là. Vers la fin de l'année, maternelles sont capables de le faire. Puis, c'est pas parce que j'étais un prof extraordinaire, là. C'est juste quand on enseigne de façon très systématique puis qu'ils développent ça, ils sont capables de le faire. Donc, ce qu'on demandait, c'est qu'ils roulent, puis c'est des pseudo-mots. Donc, ils écrivent, ensuite, on fait le lien à l'écrit. Donc, ils l'écrivent et ils le lisent. Okay? Toujours de gauche à droite. Et ici, c'est une autre activité que on vous a mis le lien pour vraiment là, aider avec le concept de l'oral à l'écrit. Et ce que j'aime ici aussi, il y a cette petite, comment on appelle ça, gabarit pour aider nos élèves à écrire, à les structurer dans leur écriture. Voilà. La grammaire, on va aller rapidement. C'est ici, on est dans on le voit que ça commence à l'oral encore, s'exercer à l'utiliser à l'oral. OK? On ne commence pas à faire des exercices parce qu'on s'en à l'écrit. Et en troisième année, on le voit vraiment. Là, on est vraiment dans l'exercice. Là, on travaille plus à l'écrit. Par exemple, on va travailler la forme positive, la forme négative. Ça, ici aussi, c'est une belle opportunité de faire la distinction entre le français et l'anglais. En français, c'est beaucoup plus compliqué, le négatif, qu'en anglais. Alors, on peut faire le pont entre les deux. Voilà. On peut aller sur l'autre. Est-ce qu'il y avait...
OK, parfait. Et la fameuse ponctuation. Donc, on veut que nos élèves soient capables, en première année, on commence avec la majuscule et le point final, qui doivent nous montrer qu'ils sont capables de le faire. Rendu en deuxième année, donc, ils doivent employer. Donc, ce n'est pas juste s'exercer à utiliser. Là, employer, ça veut dire qu'on s'attend à ce que ça soit de façon régulière. Et encore là, au début, on doit utiliser là, un signe de ponctuation pour marquer les phrases. Et en troisième année, on doit reconnaître et s'exercer à employer le signe de ponctuation selon la phrase en contexte. Donc, on va toujours un petit peu plus loin. Okay? Donc, la ponctuation, et on en a parlé hier, comment on peut faire tout ça à l'oral. Les verbes ici, je veux juste vous donner une activité qui est gratuite pour si vous enseignez 2e ou 3e année pour aider nos élèves à c'est un peu comme le concept qu'on vous avait montré pour le tapigraphe avec les graphèmes. C'est la même chose, mais cette fois-ci, c'est en travaillant la terminaison des verbes. Donc, c'est une façon de manipuler, de le faire de l'oral à l'écrit. Et aussi, on n'est pas obligé de juste répondre à des questions pour le faire. Voilà. On ne va pas cliquer là-dessus. Non. Mais c'est hyperlien. Oui. Ouais. OK. Portée séquence. Oui. Alors, ça, c'est un document que vous allez avoir accès. On ne rentre pas en détail là-dessus. Je vais juste vous montrer un peu que ça a été fait qui va avec le document numéroté qu'on a, des domaines de langue et des outils que vous retrouvez sur ARPDC. Donc, c'est ça, les petits MCO 1.1. Là. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été fait par trimestre. Je sais qu'il y a certaines écoles qui travaillent par 2 semestres. En tout cas, ça vous donne une idée. Ce n'est qu'une suggestion, mais comment intégrer tous les différents... ça a été pensé, toutes sorties, tous les éléments du programme d'études et pour qu'on puisse travailler là-dessus sur à chaque niveau et dans tous les domaines de langue avec tous les outils. Et on a des exemples. Oui. Et c'est la maternelle, juste pour être au clair. Oui, ouais, mais on l'a fait il est fait pour tous les niveaux. Oui. De la 4e, de la maternelle à 6e année. Et c'est là. Et vous avez l'hyperien là-dedans aussi. Voilà. Ah, il y a quelqu'un qui dit là. OK. Alors, on a des plans de planification pour vous. Il y a des plans d'unité. Il y a des plans de leçons. On en a pour... Un plan ici qui est vraiment bien fait par une Élise Morin. On va juste regarder rapidement parce que je trouve que je crois qu'il y a du monde qui ont utilisé même de la première à la 4e année. 4e année. Alors voilà, juste à vous montrer que c'est très compréhensible. Et je ne sais pas si tu veux parler là-dessus. Oui, c'est ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé les documents qui ont été créés. Donc, j'ai entré toutes les... c'est à partir des livres là, de Élise Gravel, si vous connaissez, là, la série des super héros. Donc, j'ai pris les gabarits, j'ai fait ça et j'ai utilisé ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous êtes familier avec la lecture interactive. Donc, c'est vraiment comment amener nos élèves à relire des livres et à aller un petit peu plus loin dans chaque session. Et ce qu'on fait, il y a vraiment, sur quoi on met l'accent. Là-dessus, on va parler de la rime, on va parler de la conscience phonologique, il y a des activités aussi, des Geniali qui sont inclus là-dedans pour travailler la compréhension et le langage spatial parce que l'élève doit dire en haut, en bas. Donc, tout est intégré là-dedans. Et vous avez accès à toutes les activités qui sont là-dedans, aussi les gabarits. Et au niveau de l'écriture aussi, parce que c'est au début de l'année maternelle, on fait écrire 2 syllabes. C'est tout. Hein? C'est ça l'écriture. On n'a pas besoin d'écrire quelque chose de trop détaillé. Alors, ça, c'est un exemple. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il l'a essayé en 4e année avec ses élèves puis qu'il avait beaucoup aimé. Donc, voilà.
Voilà, il y a d'autres plans de leçons ici. Je ne sais pas si tu aimerais que je clique là-dessus, mais ils sont tous. Sur lequel? Ouais. Il y a pour la maternelle, première, deuxième et troisième année. Oui. Peut-être, si vous voulez, peut-être sur la première année, le plan, sur celui-là qui ça dit crème glacée, limonade sucrée, parce que je veux juste montrer l'exemple. C'est un livre, je ne sais pas si vous connaissez crème glacée, limonade sucrée, quel est le nom de ton cavalier? Oh, il faut que je te donne de la permission. OK. Là, on peut changer. Je te laisse. OK, parfait. Prendre, okay. c'est ça? Voilà. Oui, OK, je vais y aller. Je suis désolée, je pensais que j'avais mis. Fait que c'est une bonne façon de savoir qu'il faut que je vous mette le lien, vous aussi. Alors, voilà. OK. Donc, première année, j'ai mon exemple. Ah, puis mon lien n'est même pas bon. Alors, ça vient avec toutes ces activités-là qui sont dedans. OK? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Donc, c'est vraiment, c'est le livre crème glacée, limonade sucrée. C'est un lien aussi, donc on travaille oups, on va un petit peu vite. Alors, ici, on a la planification. Donc, de quoi ça ressort? Quels sont, donc, la classification de texte, c'est mon style, mon message imaginaire, mais aussi, on travaille pas que en français, mais on travaille aussi l'éducation physique parce que c'est la corde à danser. Donc, c'est à partir d'un livre. C'est un livre que vous pouvez trouver en ligne. Je vous ai mis le lien aussi qui est sur YouTube, comme ça. Mais il y a des rimes là-dedans. Il y a tout l'alphabet. Il est super joli. C'est un très, très beau livre avec l'alphabet. Ouais. Donc, peut-être que je vais arrêter de partager pour vous montrer. Là. Mais si vous avez de l'argent dans vos écoles, il y en a des beaux livres. Okay? Moi, j'ai une dépendance sur ça. Marie-Lou le sait. Voilà. Alors, ce sont tous des plans de leçons qu'on a pour vous qui sont avec des plans. Je sais que Marie-Lou, toi, tu en as fait un avec les sciences. Oui, je vais juste... OK. Oui, alors il y a un autre plan de leçon. Il y en a, les autres plans de leçon sont sur ARPDC et l'importance des mots. Je vais juste cliquer là-dessus rapido, juste à vous montrer que ça va être bientôt sur Boards, le tableau dans New Learn. Et ici, on jumelle en fait le bien-être et l'art dramatique aussi. Alors, c'est pas fini encore. Très bientôt, ça serait fini. Je sais pas si je peux l'agrandir un petit peu. Oui, c'est en 4 parties et c'est... Oh, on voit pas. Oh, on voit l'image là. Alors, c'est vraiment à travailler les rimes aussi, l'assonance, alors le son voyelle dans le mot aussi. On travaille la grammaire là-dedans. Ici, des progressions en littératie, numératie et communication orale, tout notre domaine là et les outils qui vont avec. Et juste des idées de comment commencer la leçon, etc. Alors, plein de questions là-dedans pour vous, si vous voulez, et des questions ouvertes, des questions conceptuelles pour vraiment pousser la pensée de nos élèves d'aller un peu plus loin avant, pendant et après la lecture, ainsi que des activités, plein d'activités là-dedans. Nos ressources, ça fait partie de notre curriculum en 3e année. Et un peu de jumeler un tout petit peu avec la science aussi que je n'avais pas mentionné en haut. Alors, ça continue ici avec d'autres livres et une vidéo. C'est vraiment beau, ce livre aussi, La grande fabrique des mots. Et on rentre dans la classe de mots et l'importance, la valeur des mots aussi. Ensuite, on jumelle le bien-être avec Wonder et le vidéo. Et on parle un peu de l'intimidation et le bon choix des mots. Alors, c'est ça. Et j'essaie de trouver vous autres.
Voilà. OK. Alors, avec ça, vous auriez accès à tout cela. Et oui, je ne sais pas pourquoi ça, c'est là. On aurait dû mettre ça un peu plus en haut. Mais c'est juste à dire encore que cette influence, on avait vraiment poussé l'oral tout au long de ces 4 jours et l'importance, et ça figure dans notre nouveau programme d'études, et je suis super contente de ça. Alors, on peut juste lire, on peut faire ça juste à l'oral ensemble. Alors, je vous donne quelques minutes à lire. Et est-ce que c'est une erreur à l'oral ou à l'écrit principalement? Et est-ce qu'on différencie ça en salle de classe pour nos élèves? Et si oui, sinon, pourquoi? Est-ce que c'est une bonne idée? Oui ou non? Alors, je vous juste donne quelques minutes à regarder. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce qu'on lit ensemble? Le nom de mon mère est Linda et elle est 40 ans. Alors, on a 2 fautes là-dedans. Est-ce qu'ils sont à l'oral plutôt ou à l'écrit? À l'oral. À l'oral. Et je ne sais pas pourquoi, mais je crois que c'est souvent plus que 50% du temps qu'on a des erreurs à l'oral. Je ne sais pas comment ça tombe comme ça, mais souvent, c'est le mauvais choix. Est-ce qu'on entend des choses comme ça dans nos classes? Oui, oui. Elle était née au Chine et a immigré ici au Edmonton en 1959. Là-dedans, dans cette partie d'une phrase, qu'est-ce qu'on voit? Elle était née au Chine. Est-ce qu'encore c'est à l'oral? Non. Qu'est-ce que vous pensez? Je crois que c'est à l'oral aussi. Elle est née. Oh. Alors, est-ce que, je ne sais pas si Élise, tu veux rentrer là-dedans ou? Non, oui, j'aimerais, mais c'est juste que j'aimerais aussi qu'on partage les documents. Mais je pense aussi qu'elle était née en Chine. C'est parce que c'est des choses qui sont plus difficiles pour nos étudiants. OK. Alors, on laisse tomber ça. C'est ça? Mais c'est quelque chose qu'on pourrait aller, parce que juste pour nos enseignants, c'est ça? C'est juste à faire le point que vous voyez que quand c'est à l'écrit et quand c'est à l'oral, et on commet énormément d'erreurs à l'écrit qui viennent de l'oral. Et si ça montre qu'on doit vraiment, vraiment pousser ça et corriger les erreurs en classe à l'oral, c'est délicat aussi. Alors, bien sûr qu'on répète la bonne façon. Et c'est ça. OK. C'est vrai. Alors, je ne sais pas si on a du temps à aller là-dedans. Je vais vous partager un document dans le chat. Tout le monde a accès à ça et c'est fait vraiment pour, si vous voulez, parce que on veut que vous ressortiez avec quelque chose, puis vous avez des choses aussi à partager. Donc, si vous voulez inscrire des activités qui sont coup de cœur pour vous, qui marchent bien dans votre classe, vous aimeriez les partager avec vos collègues par niveau. Donc, le document a été fait. Est-ce qu'on veut les mettre en peut-être 5 minutes? Oui, on pourrait faire ça, à moins que s'ils veulent faire... Oui, si vous voulez le faire. Ouais.
Est-ce que ça vous tente d'aller on allait vous mettre en breakout room pour 5 minutes, mais je sais que ça s'achève le temps. Et peut-être vous aimeriez simplement partir avec le document et de rentrer des ressources, des idées que vous avez. Là, je vous montre un peu qu'est-ce que ça a de l'air. Alors, vous pouvez mettre là-dedans. C'est déjà dans le chat, mais dans le cas où vous n'avez pas. Alors, vous pouvez mettre des liens pour votre niveau de maternelle à la 3e année. Et c'est juste, et aussi, vous pouvez, juste une collaboration. Parce que souvent, dans les, en tout cas, à moins que vous soyez dans un grand centre, on est souvent seul par niveau à enseigner en immersion. Donc, des fois, d'avoir des idées de collaboration avec quelqu'un d'autre, en tout cas, c'est une idée, vous êtes libre d'y participer ou non. Oui. Ouais. Alors, je crois qu'on continue là, Élise? Oui, oui. Oui. Alors, c'est ça. On va juste prendre quelques minutes ici pour vous demander à travers ces 4 jours des points saillants, 2 ou 3 points que peut-être vous pouvez partager et nous allons ici partager les résultats. Et encore, comme auparavant, c'est anonyme. Et vous avez le lien ou sinon le code QR. Et C'est quoi le code encore? J'ai pas eu. je reviens. Je peux le mettre je peux mettre le lien dans le chat. Okay. C'est sur le mauvais piton. Ah, voilà. Voilà un code en haut. Mais sinon, oui, elle l'a mis dans le chat. Ça vous amène directement. Et il ne faut pas mettre 3 ou non plus. Vous pouvez mettre un mot ou 2 mots. Juste des idées qui viennent en tête depuis lundi. Des idées qui ont resté avec vous. Hey! On a un mot. Voilà! Mais cette écoute active dans la communication orale, c'est vraiment quelque chose. C'est très, très important. Entendre et l'écoute active n'est pas la même chose. Oui. Oui, il y a 3 dans le chat, il y a 300 mots que les élèves doivent savoir lire sur New Learn. Est-ce que j'ai bien compris qu'il y aura aussi une liste de mots qu'ils doivent savoir écrire ou non? OK. Je crois que... La liste qu'ils ont mis là-dedans est basée sur celle-là qui se retrouve sur New Learn Alberta, se trouve à être une liste orthographique. Si on regarde vraiment là, spécifiquement, mais je sais qu'on travaille maintenant, présentement, il va y en avoir une sur ARPDC avec l'oral, la lecture et l'écriture. C'est certain qu'il y a des mots qui vont revenir dans plusieurs domaines, là. Mais oui, il y en a une qui s'en vient là, aussi.
Et je comprends que c'est la fin ce midi, et ça se peut que vous étiez dans une autre session avant la nôtre. Et alors, je ne sais pas s'il y a d'autres monde qui ont essayé de mettre des mots qui ne se présentent pas. J'ai écrit comme 3 fois, puis ça l'a. Oh! J'ai pesé submit, puis OK, je vais juste... essayer encore. Ah, OK. Désolée. Genre de refresh. OK. Ben, je suis désolée, on peut faire ça à l'oral. c'est exactement ce que j'avais écrit. Oral, oral, oral. Et je l'avais écrit 3 fois et je l'ai fait 6 fois en tout. C'est ce que j'ai écrit Alors, plusieurs. ben, Moi merci. aussi, j'ai écrit la même chose. Excellent, merci pour ça. Alors, oui, c'est super important et on va continuer avec cet aspect l'oral. Alors, avec ça, on n'a presque plus de temps, mais on veut juste souligner le fait que si jamais ça vous intéresse, on avait mentionné l'autre jour qu'on a un institut d'été, mais en personne à Red Deer. Et si jamais ça vous intéresse, vous pouvez cliquer même là-dessus ou aller vers ARPDC. C'est le 16, 17 et 18. C'est le 16 à 1h, ça commence et termine à midi le 18. Et c'est les francophones et la prof d'immersion ensemble pour, je crois, la première fois d'avoir des sessions ensemble. Alors, c'est ça. Même si le curriculum est différent, nous allons travailler ensemble et à part. Alors, avec ça, nous sommes là pour quelques minutes. Si jamais il y a des questions, des commentaires, on vous remercie infiniment d'être ici avec nous aujourd'hui. Oui, merci. Non, merci à vous aussi. Je sais que j'étais pas là hier, mais est-ce que c'est possible de me montrer où se trouve la liste comme quand dans le curriculum, ils disent qu'ils doivent apprendre, moi c'est 2e année, là, je pense que c'était 250 mots. Où est-ce que je trouve cette liste?